Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est tellement grave que le peuple congolais n'a plus droit à l'erreur. Pendant que nous nous livrons à des inattentions dues au positionnement de pouvoir, aux querelles identitaires, au procès de la Deuxième République, à la volonté ou non de modifier la Constitution, à une éventuelle tenue des élections présidentielles en 2016 avec un pouvoir illégitime, les termites, eux, sont en train de ronger les poutres de notre maison. Si nous ne prenons pas garde, la toiture va tomber. La maison sera à la merci de toutes les intempéries et les générations futures n'auront plus de repères pour la reconstruire. Nous savons bien qu'il y a un travail souterrain qui a longtemps commencé, qui continue à ronger inexorablement toutes les institutions de notre pays, en nous anesthésiant avec des distractions qui nous éloignent de nos responsabilités républicaines, dans l'intention de nous prendre en otage par la pensée, par la parole, par les actes et par la manière de vivre. Devons-nous condamner tout le temps, soit la communauté internationale, soit les multinationaux pour les multiples dysfonctionnements de notre État, alors que nous sommes nous-mêmes passifs, donc coupables et responsables de nos désordres devant la nation et devant l'histoire. Et pourtant, ces derniers ne verront aucun inconvénient que nous disposions des cadres appropriés et conformes à un état de droit pour qu'ils puissent nous prendre au sérieux dans nos éventuelles discussions politiques ou dans les négociations économiques. Mieux, si nous faisons preuve du sérieux, ils sont disposés de nous soutenir dans la voie du développement que nous escomptons tous. Nous devons être conscients que la démocratie pour laquelle nous nous battons aujourd'hui pour notre instauration du droit est piégée. Nos forces de défense et de sécurité sont infiltrées et phagocytées par des éléments en mission de destruction en République démocratique du Congo. Nous sommes tous responsables du danger qui guette l'avenir du Congo. Nous devons savoir que ce qui nous divise aujourd'hui est insignifiant que ce qui doit nous rassembler, de manière à ce que demain, les générations futures ne nous condamnent pas d'irresponsabilité coupable. L'heure est à l'unité et aux actions de tous les patriotes congolais sans couleur politique, pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions contrer cette entreprise de destruction de notre nation en libérant d'abord nos institutions prises en otage. Nous devons nous unir tous pour barrer la route à ces éléments de la 5e colonne. Ensemble, nous serons plus forts que jamais pour combattre et éliminer ces termites qui rongent les entrailles de notre pays et qui s'y livrent à l'effondrement de nos institutions. C'est ensemble que nous pourrons libérer le peuple congolais de cette allégeance programmée. Chers compatriotes, permettez-nous, avant toute chose, de vous faire un bref historique de la gouvernance au Congo, qui est à l'origine de l'ascension trouble d'un personnage obscur et imprévisible à la tête de nos institutions. Nous sommes tous dépositaires de l'histoire de notre pays. À ce titre, nous savons que les institutions de l'État congolais ont été confisquées et anéanties depuis 1965 lors de la prise de pouvoir par le haut commandement militaire. Celui-ci avait promis de les restituer aux civils. Malheureusement, il s'éternisa. Nous ne ferons donc pas ici le procès de la Deuxième République, seule l'histoire s'en chargera, car nous savons tous ce qui fut le contexte de l'époque, celui de la guerre froide. Toutefois, nous avons constaté que cette confiscation des institutions avait affaibli l'appareil de l'État avec les conséquences collatérales incalculables. Ces institutions ont été tout simplement remplacées par une machine de la terreur et de la peur. C'est ainsi qu'ont surgi les pratiques du clientélisme, de la corruption et de l'impunité comme mode de fonctionnement du régime. Voilà qu'en 1990, le peuple congolais s'est révolté contre tous ces abus. Il a fait face au pouvoir dictatorial de l'époque en réclamant la tenue de la Conférence nationale souveraine, CNS en sigle. L'idée de cette grande réunion nationale fut d'abord une volonté politique de se mettre ensemble pour sortir de l'ornière dictatoriale
ainsi combattre le terreau de la destruction. Ce sont donc les politiciens qui ont pris cette initiative pour sensibiliser la population à cette conception. C'est alors que la population s'est sentie concernée et s'est associée aux politiciens pour arracher au prix de leur sang la tenue de ce grand forum national qui était devenu tumultueuse. L'objectif de la CNS était de restaurer les trois pouvoirs institutionnels et de les rendre leur vraie indépendance fonctionnelle. À la fin des assises, la CNS avait pris les statuts du Haut Conseil de la République tenant lieu de Parlement de transition. Malheureusement, malgré les efforts fournis, le pouvoir en place a tout simplement refusé de s'impliquer. Ce fut le chaos total. Chers compatriotes, voilà que les conséquences de ce chaos nous ont conduits à cette impasse que nous vivons aujourd'hui. Une impasse qui a fait hisser à la tête de nos institutions un personnage obscur et imprévisible, un personnage taciturne au passé ignoré, au discours incertain et indescriptible, à la vision courte et floue, M. Joseph Kabila, non autrement identifié. Ce monsieur ne s'est jamais donné la peine de se présenter au peuple congolais pour dire qui est-il, d'où vient-il et où compte-t-il amener le peuple congolais. Il n'y attache aucune importance, car tout concourt à croire qu'il n'a aucune considération pour ce peuple. Tout ce que le peuple congolais connaît de lui vient de fictions montées par certains compatriotes afin de lui donner une existence crédible. Malheureusement, toutes ces imaginations sont incohérentes à cause de leurs contradictions permanentes. Nous sommes donc là, en présence d'une situation rocambolesque à la tête de notre pays. Situation soutenue par un conglomérat de compatriotes qui participent à l'hypothèque de notre pays. Ces petites trahisons successives créent l'instabilité de notre pays et désorientent le peuple congolais. Pourtant, nous avons un précédent fabuleux où, pour respecter le peuple américain, le président Barack Obama a dû procéder à cet exercice tant salutaire pour sa probité morale et politique de présenter toutes les preuves de sa naissance au sol américain, ainsi que son cursus et son parcours professionnel, ce qui a levé tout équivoque quant à sa personnalité. Si cette préoccupation a eu un sens aux États-Unis, pourquoi n'aurait-il pas un sens en République démocratique du Congo lorsque les Congolais veulent savoir qui est à la tête de leur pays? Cette volonté de vouloir connaître n'est ni une injure, ni un manque de respect, encore moins un acte de xénophobie. En revanche, priver à tout un peuple le droit à l'information et à la connaissance, c'est le priver de ses droits fondamentaux. Nous avons donc le devoir de rendre la lumière à notre peuple. En examinant ce qui précède, l'histoire de M. Joseph Kabila demeure ombrageuse dans la mémoire collective des Congolais. Son mystère reste une énigme préoccupante pour la paix et la cohésion nationale. Bref, une menace réelle pour l'avenir et l'essor du Congo. Chers compatriotes, dans la majorité, nous sommes tous unanimes que M. Joseph Kabila exerce un pouvoir frauduleux, ce qui fait de lui un président illégitime, assumant un pouvoir dictatorial, fait de violences, de trahisons, des confiscations et des violations des droits de l'homme. Il a violé la loi fondamentale. Nul n'est au-dessus de la loi. Par conséquent, en faisant donc appel à la loi pour régler la crise au Congo, il y a un adage en droit qui dit « Fros omnia corrumpit », ce qui signifie que tout droit acquis par la fraude est corrompu. Tous les actes, toutes les décisions, toutes les ordonnances, tous les arrêtés ou tous les décrets accomplis sous son pouvoir ou par son gouvernement sont d'office nuls et non avenus sur le plan de droit. Le bon sens voudrait que ce monsieur démissionne avec tout son gouvernement et qu'il remette son pouvoir au peuple. Nous sommes aussi confrontés à un parlement considéré ipso facto illégitime du fait d'être issu de ces mêmes élections frauduleuses. Qu'on se comprenne bien, nous ne mettons pas ici en doute ni les potentiels et les compétences de nos compatriotes parlementaires, ni leur prédisposition de bien accomplir leur rôle. En revanche, à cause de l'illégitimité de cet hémicycle,
nous déplorons l'absence de l'indépendance de leurs fonctions et le confinement constaté de leur liberté d'expression pour mener à bien leur mission. Ainsi, la démission en bloc de nos compatriotes parlementaires sera un acte civique pour libérer les institutions et sauver la démocratie naissante. En dernier ressort, nous avons une chambre de Sénat qui fonctionne tout simplement dans l'irrégularité et l'illégitimité du fait que les sénateurs n'ont jamais été élus. Nous ne mettons pas en doute la connaissance du droit qu'ont certains d'entre eux. En revanche, nous regrettons cette méthode cavalière qui n'est pas conforme aux lois de la République. Par conséquent, leur démission volontaire serait un acte hautement symbolique pour libérer les institutions. Chers compatriotes, nous venons de démontrer là la preuve de la confiscation et de la fragilisation de nos institutions, ce qui explique le chaos entretenu dans notre pays par les pratiques de la corruption et du clientélisme à tous les échelons. Voilà pourquoi tous les organes de l'État sont aujourd'hui infiltrés et contrôlés par un groupuscule de personnes inconnues. Ces personnes qui ont pour mission première l'abaissement et l'affaiblissement de la République démocratique du Congo tirent dans l'ombre les ficelles pour dérégler toutes les actions de nos forces armées congolaises, de la police nationale et des services des renseignements. Elles ont la même mise dans tous les rouages et les activités de l'État. Voilà comment notre pays est devenu perméable, où tout le monde peut entrer et sortir en toute quiétude par l'absence d'un État fort et organisé. Chers compatriotes, avec ce spectre de l'échec qui nous guette, comment pouvons-nous concevoir aller aux élections en 2016 avec le même peuple en qui on a confisqué les voix électorales en 2011 sans qu'on puisse lui donner sa justice? Ça ne sera pas seulement une action suicidaire, mais aussi une insulte et une humiliation à ce peuple, une sous-estimation de ses droits civiques, une déconsidération de sa dignité humaine, voire une privation de ses droits fondamentaux. Cela sera vu comme une volonté délibérée de plonger le peuple congolais dans la confusion des droits, en allant d'irrégularité en irrégularité pour perdurer les chaos. Cela sera aussi considéré comme une volonté délibérée de léguer à la jeunesse et aux générations futures comme modèle de réussite la loi de la force en lieu et place de la force de la loi. Chers compatriotes, puisque nous aspirons tous à un état de droit au Congo, c'est donc maintenant que nous devons amorcer ce processus et que le droit soit notre référence incontournable pour évoluer et refonder nos structures étatiques. La démocratie à laquelle nous aspirons tous est un mode de gouvernance qui prend ses appuis sur la séparation des trois pouvoirs institutionnels afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus. Cette séparation doit garantir clairement l'indépendance de la fonction judiciaire à l'égard des autres pouvoirs. C'est ainsi que fut illustré le message du président Barack Obama à Accra en juillet 2009, nous le citons. L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Ce message profond du président américain au peuple africain est une annonce à la rupture totale des soutiens aux hommes forts en Afrique. Dans les mêmes pensées, le président François Hollande, qui du haut de la tribune de la francophonie, organisée à Dakar en novembre 2014, a donné l'accent sur le respect des valeurs universelles, c'est-à-dire le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chers compatriotes, pour sortir d'urgence le Congo de sa situation de chaos qui est une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale et l'inscrire dans le sillon du changement en 2015, nos souhaits sont ceux de l'unité pour qu'ensemble nous œuvrons pour la mise en place d'un gouvernement de transition. Nous sommes certes là face à une situation d'exception. Il nous faut donc des mesures d'exception pour sauver le Congo. L'article 64 est un devoir civique à tout patriote congolais
de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution, ce qui prive au peuple la liberté d'expression. Pour y parvenir, premièrement, nous souhaitons la démission commune de tous nos compatriotes qui siègent au sein du Parlement afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation qui est hypothéqué. Cela sera non pas seulement un acte de patriotisme et de justice, mais un signal fort à la libération de nos institutions, source actuelle du chaos. Nous savons que cette pilule est amère, mais il faut qu'elle soit bue pour sauver le Congo de son engorgement. Deuxièmement, à l'instar de la Conférence nationale souveraine, nous faisons appel aux politiciens de réveiller et de conduire le peuple au vrai combat du droit pour protéger les lois républicaines, en faisant appel à l'article 64 pour paralyser le pouvoir illégitime et son gouvernement. Troisièmement, nous souhaitons la réhabilitation simultanée du Haut Conseil de transition de la République, Parlement de transition, qui n'avait pas achevé son œuvre, ainsi que celle de son présidium pour le chapeauter. Quatrièmement, nous souhaitons que ce Haut Conseil de transition de la République, Parlement de transition, fasse office du gouvernement de transition. Cinquièmement, ce gouvernement de transition aura pour mission 1. De créer les structures cadres d'un dialogue national afin de restaurer et réhabiliter les institutions de l'État. 2. De restructurer les forces armées, la police nationale et les services de renseignement et les mettre au service de la nation. 3. Toutes les décisions qui en découleront auront force de loi. Elles seront opposables à tous sans exception. Étant membre à part entière des Nations Unies, nous ferons appel au Conseil de sécurité pour qu'il adopte comme bons offices une résolution mandatant la MONUSCO de mettre à la disposition du gouvernement de transition tous les nécessaires en hommes et en logistique indispensables pour soutenir ce grand forum de cohésion nationale afin de mettre sur pied les structures fortes pour la restauration des institutions. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a été longtemps mise sous le boisseau. Aucun projet de société ne pourra rendre solide et pérenne ces institutions pour le sortir de l'abîme. C'est un leurre. Il est temps que nous nous unissions tous pour la même cause, pour le sortir et l'installer à la lumière, afin que le peuple congolais retrouve ses repères longtemps confinés dans les arcanes de l'obscurité et de l'ombre. Pour y arriver, prenons l'exemple de nos pères de l'indépendance. Ils ont mis de côté leurs disputes et leurs ambitions personnelles pour atteindre ensemble un objectif commun et grandiose pour l'accession de notre pays à l'indépendance autour d'une table ronde. Dépouillons-nous donc de nos égos. Mettons nos ambitions politiques de côté. Mettons fin à nos clivages actuels qui nous éloignent de l'intérêt de la nation. Recherchons plutôt ce qui nous unit dans un même esprit pour libérer nos institutions. Cela exige la cohésion de toutes les couches de la population congolaise, tous les partis politiques, toute la société civile, tous les différents groupes professionnels, les forces armées, les services de sécurité et la diaspora congolaise, car l'heure n'est plus à la distraction et à la trahison de la République. Ensemble, nous bâtirons une démocratie qui repose sur l'existence des institutions judicieusement structurées et équilibrées, ainsi que d'un corps de normes et des règles, et sur la volonté de la société tout entière, pleinement consciente de ses droits et responsabilités. Ensemble, nous pourrons extirper les germes des conflits et d'affrontements qui sont présents dans le paysage socio-culturel du Congo. C'est un détour auquel nous ne pouvons pas faire l'économie. C'est comme ça que nous pourrons appréhender et assujettir ces groupuscules qui s'organisent jour et nuit pour dominer les Congolais dans leur espace de vie. La République démocratique du Congo est une pépinière d'intelligence formée et prête
à servir toutes les causes nationales dans tous les secteurs de la vie active. Son intelligence est capable de mettre en place une politique de l'essor économique et de répartition des richesses. Il est aussi capable de promouvoir une politique de bon voisinage afin d'harmoniser ses relations avec ses voisins des Grands Lacs. Le peuple congolais a toujours été un peuple d'ouverture et d'accueil. C'est la raison pour laquelle il est disposé à croître ses échanges dans tous les domaines avec différents partenaires bilatéraux et multilatéraux. Chers compatriotes, nous ne saurons pas terminer notre allocution sans rendre hommage à tous nos compatriotes de la diaspora qui ont suscité un éveil exceptionnel au sein de toute la communauté congolaise, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, par leurs actions, leurs manifestations et leur prise de position contre les injustices, contre l'arbitraire, contre le mensonge et contre la manipulation et la trahison. La diaspora congolaise a opté pour l'instauration d'un état de droit au Congo. Nous saluons le peuple congolais qui a décidé de déchirer le voile de l'ignorance et de la soumission pour faire face à cette réalité macabre et la dominer. Il a compris qu'aucun parti politique ni aucun politicien ne détient unilatéralement la solution pour le Congo tant que les institutions fortes ne seront pas rétablies. Nous saluons aussi leur organisation pour faire entendre leur voix et donner leur riposte à l'intérieur du pays face à la dévotion hégémonique de ce pouvoir devenu autiste quant à la modification de la Constitution. Nous saluons nos compatriotes du Parlement debout qui font un grand travail de sensibiliser la population aux devoirs civiques de l'article 64 de la Constitution pour mettre fin au pouvoir illégitime ainsi que mettre hors d'état de nuire toutes les institutions qui frappent le peuple congolais de l'ostracisme. Nous avons une pensée spéciale en ce moment pour nos compatriotes qui sont régulièrement assassinés à l'est du Congo, plus particulièrement à Beni. Par la même occasion, nos pensées vont droit à toutes nos mamans, toutes nos femmes et tous nos enfants qui continuent à subir des viols massifs, viols utilisés particulièrement comme arme de guerre dans l'intention de détruire notre nation. Nous n'oublions pas non plus nos compatriotes qui sont dans l'errance dans leur propre pays à cause de l'expropriation de leurs terres sans que cela ne remue personne. Vive le Congo! Que Dieu bénisse les Congolais et qu'il les accompagne dans toutes leurs actions de la libération des institutions pour qu'ils sortent de l'ignorance de leurs droits. Que la lumière jaillisse au Congo et qu'elle surplombe sur toutes les œuvres des ténèbres afin que le peuple congolais soit libéré et qu'il s'investisse au développement de son pays. Ingeta.